Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la compréhension mais aussi le décryptage des tendances et des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change en replay sur bismart.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux de Bismart for Change et nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine thématique où nous ferons un bilan de l'année patrimoniale avec Jean-Baptiste Marcy, le rédacteur en chef du magazine Gestion de fortune. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous demanderons quels sont les investissements à réaliser avant le 31 décembre 2025. Une question que nous poserons à deux experts du sujet, à Simon Fabre, fondateur de Roseau Patrimoine, mais aussi associé de Kaolin. Mais nous poserons aussi cette question à Cédric Marc, le président de Patrimonio Finance. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Serge Aroc, le gérant du cabinet Alphafi, avec qui nous reviendrons sur les milliards d'euros qui dorment sur le livret A des Français. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine thématique où nous allons revenir sur l'année 2025 en matière de gestion de patrimoine. Quel bilan, quelle analyse faire de cette année 2025 ? Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Jean-Baptiste Marcy. Bonjour Jean-Baptiste Marcy. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Gestion de fortune. Vous êtes au contact de la profession régulièrement. Et alors si on devait donner un mot pour qualifier cette année 2025, vous trouvez que c'est une année atypique cette année 2025 en matière de gestion de patrimoine, Jean-Baptiste Marcy? Exactement, oui, en un mot atypique. Pourquoi ? Parce que paradoxalement, 2025 va rester une bonne année pour les investisseurs. D'accord. Quelles que soient les classes d'actifs. D'accord. Actions, obligations. Il est difficile en fait de trouver sur l'année une classe d'actifs qui a fait une performance négative en fait. Voilà. Et paradoxalement, pourquoi en lien avec les actualités politiques, géopolitiques, incertitudes fiscales par exemple, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une mauvaise année et finalement on se rend compte à la fin de l'année que ça a plutôt été une bonne année pour les différentes classes d'actifs. Tout à fait. Si on remonte un an en arrière, l'élection de Donald Trump, des incertitudes sur sa politique des droits de douane. Côté français... Incertitudes qui nous ont rythmé d'ailleurs tout au long de l'année 2025 aussi. Voilà. Oui. Un printemps, début d'été assez complexe. Et au final, tout ça, c'était presque balayé par les marchés actions qui ont enjambé ces barrières avec une déconcertante facilité presque. Malgré quelques pics de volatilité ici et là, l'année va terminer sur les indices européens avec des performances comprises entre 10 et 20%. Bien sûr. Et à peu près des chiffres ISO sur les chiffres américains. Voilà, on tourne cette émission 2 semaines avant la fin de l'année, mais on estime que ça pourrait effectivement être à ce niveau-là. Il y a un sujet qui a beaucoup occupé l'actualité au global, c'est l'endettement de la France, l'endettement des États européens. Ça n'a pas pesé sur la performance des classes d'actifs, ça, Jean-Baptiste Marcy? Pour l'instant, non. Les entreprises prévoient, les entreprises également réfléchissent à l'échelle mondiale. Donc, si ça reste un gros sujet en France et un gros sujet en Europe, pour l'instant, c'est passé quand même assez facilement. Alors, vous êtes au contact régulier de la profession des conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez échangé avec eux tout au long de l'année. Comment eux ont vécu cette année? Qu'est-ce qu'on peut dire de la profession vécue par les professionnels à la fin de l'année? D'une manière générale, on est dans un continuum des années précédentes, à savoir une concentration du marché. Oui, toujours. Voilà. Les plateformes, les gros cabinets de CGP deviennent de plus en plus gros. D'un autre côté aussi, on constate beaucoup de lancements de jeunes cabinets de CGP. D'accord. Tout ça concourt à professionnaliser la clientèle et vraiment à faire que le secteur des CGP est en pleine croissance. Et quand on voit des jeunes arriver, des jeunes cabinets se créer, ils arrivent avec des stratégies différentes, avec des propositions de valeur différentes ou pas forcément? Alors déjà, souvent, ce sont des jeunes qui se lancent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, qui captent de la clientèle sur les réseaux professionnels et qui savent également capter les nouvelles classes d'actifs, donc comme les cryptos et aussi les ETF qui sont en pleine expansion. D'accord, donc on voit une évolution peut-être des classes d'actifs proposées en fonction de l'âge des cabinets, c'est ça? Pas forcément. Peut-être réduire quand même ce schéma-là, mais peut-être un petit peu plus d'ouverture là-dessus.
Et alors, en matière de classe d'actifs, est-ce que, parce que c'est vrai qu'on voit une certaine saisonnalité parfois quand on suit ce secteur depuis longtemps. Il y a des années où on voit beaucoup de produits structurés, des années où on nous dit que c'est beaucoup d'immobilier, des années où on parle énormément de crypto, même si tout le monde ne décide pas forcément d'y aller. Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans les classes d'actifs en 2025 que vous avez constatée? Pas tant que ça, au final. Une petite saisonnalité, c'est qu'on a toujours en fin d'année les produits de défiscalisation, D'accord. à l'image du plan d'épargne retraite. Après, la collecte de toutes les classes d'actifs, trimestre après trimestre, ça reste assez régulier. Si on prend la pierre papier, on est à peu près 1 milliard de collecte chaque trimestre. D'accord. Les derniers chiffres de l'ASPIM, donc sur le troisième trimestre cumulé, on est autour de 3 milliards. Et concernant donc la gestion d'actifs et la gestion passive, on est sur des échelles assez régulières, trimestre après trimestre. Les produits structurés, j'ai l'impression, là d'où je suis, qu'on en parle très régulièrement. Oui. Ça a l'air d'être un des outils aujourd'hui très utilisés par les professionnels de la gestion de patrimoine. Vous faites le même constat dans les échanges que vous avez chez Gestion de Fortune avec les professionnels du secteur? Exactement. Il ne faut pas réduire les produits structurés à une stratégie qu'il faut reproduire à tous les clients. Bien sûr. C'est une part dans l'allocation d'actifs. Depuis 3 ans, les encours augmentent régulièrement. Il faut le dire, le produit est simple pour le client. Il souscrit et il a les 3 scénarios possibles. Scénario favorable, scénario médian et scénario défavorable. Et il sait à quoi s'en tenir. Donc, dans un contexte où, effectivement, en termes de fiscalité, en termes d'incertitude économique, ça le rassure. Et aujourd'hui, avec les taux actuels, les acteurs, donc les structureurs, arrivent à faire des produits à garantie totale. À capital garanti ou en tout cas à capital protégé à l'échéance. Voilà. Et donc ça plaît, j'imagine, à ceux qui proposent et potentiellement aux clients également. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres classes d'actifs en tendance cette année que vous avez beaucoup entendu dans les discussions avec la profession? Oui, je peux dire les ETF. Oui, bien sûr. Donc les ETF, c'est un peu une scission un peu avec les CGP. Certains en font, d'autres pas. D'accord. Ils ne sont pas tous d'accord encore. Ils ne sont pas tous d'accord. Voilà, c'est un peu le mur de Berlin entre la gestion active et la gestion passive. D'accord. Peut-être que le mot est un peu fort, mais les deux doivent cohabiter. Et on constate surtout l'émergence de la gestion des ETF actifs. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ça n'est plus de la gestion passive, mais on reste sur les ETF. Pourquoi? Parce une question de frais réduits, mais on a quand même de la gestion active de l'autre côté, voilà. C'est ça? Exactement. C'est de ne pas être trop passif. D'accord. En cas, effectivement, de choc économique, de crise soudaine. Donc, arriver quand même un petit peu à piloter ce fonds-là et avec des frais contenus là-dessus. Dernière question, Jean-Baptiste Marcy, sur les professionnels, comment est-ce que vous les voyez finir l'année et aborder l'année 2026 avec optimisme, avec résilience? Quel est l'état d'esprit de la profession à l'heure actuelle? Déjà, tous ceux que j'ai rencontrés, par des interviews personnalisées ou à Patrimonia, sont fiers d'exercer leur métier. Après, les points de friction que font remonter d'ailleurs à leurs associations, c'est l'incertitude, c'est la complexité, l'empilement des règles, l'empilement des lois. Mais après, ils ont un degré d'ouverture qui est assez phénoménal, ils sont prêts à s'adapter, ils savent s'équiper et aborder l'IA aussi, qui est important. Voilà. Et quel que soit l'âge du CGP, je dirais. Voilà. Même j'ai rencontré des CGP assez âgés, je dirais, dans la dernière décennie de leur activité, et ils s'équipent sans aucun souci. Merci Jean-Baptiste Marcy de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Gestion de Fortune. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Les vacances de fin d'année approchent et avec elles les questions qu'on peut se poser en matière de placement et d'investissement à réaliser avant le 31 décembre 2025. Ça tombe bien, c'est le sujet de cette émission dans Smart Patrimoine. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir sur le plateau Simon Fabre tout d'abord. Bonjour Simon Fabre. Bonjour. Vous êtes fondateur de Roseau Patrimoine, mais aussi associé de Kaolin. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Cédric Marc. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant de Patrimonio Finance. Alors on fait cette émission 2 semaines avant la fin de l'année.
d'année pour se poser un peu la question des placements, investissements qu'on aurait pu vouloir faire cette année, mais qu'on avait un petit peu oublié et qui vaudrait mieux faire avant la fin de l'année, notamment pour des raisons fiscales, mais pas que. Simon Fabre, si je commence avec vous, une question large, hein. Quels placements, quels investissements faire avant le 31 décembre 2025 ? Si ça correspond à sa stratégie, bien sûr. Alors voilà, merci de le préciser Nicolas. Effectivement, bien qu'on soit en fin d'année et qu'il puisse y avoir pour certains investisseurs un caractère d'urgence, je pense que tout le monde sera d'accord. Une bonne stratégie patrimoniale, ça se pense en amont. D'accord. Après, pour ceux qui ont déjà établi une stratégie, qui ont déjà de bons conseils, effectivement, on n'oubliera pas, notamment en cette fin d'année, le plan d'épargne retraite qui va permettre d'avoir un avantage à la souscription, puisque le versement qui est fait permet de déduire ce montant de versement sous réserve d'un certain nombre de conditions et de plafonds notamment. On ne va pas tout détailler aujourd'hui pour ne pas perdre nos auditeurs, mais on a un avantage puisque ce montant est déductible du revenu global imposable. Bien sûr. Et donc génère directement une économie d'impôt égale à mon montant versé fois ma tranche marginale d'imposition. Donc si je veux une économie d'impôt en 2026 sur les revenus de 2025, il faut que je fasse un versement PER avant la fin d'année 2025. Avant la fin d'année 2025. Si j'ai prévu de préparer ma retraite avec un PER dans ma stratégie. Effectivement, c'est tout à fait ça, tout en gardant encore une fois la notion de stratégie globale, puisque cet outil, le PER, est soumis aux évolutions législatives. Là, il a été dans les dernières discussions, alors tout n'a pas été adopté, pas mal dans l'œil du cyclone sur les conditions de sortie. Il serait, puisqu'il faut quand même que la loi soit promulguée, un petit peu soumis à des évolutions sur sa sortie, puisqu'on a normalement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale une hausse prévue sur les prélèvements sociaux. Donc forcément, la stratégie, vous voyez, ce qu'on fait aujourd'hui aura des impacts plus tard. Ce qui a été fait hier par les clients a des impacts aussi aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de précipitation, mais c'est vraiment le bon outil, ce versement sur le PER. On pensera également sur la gestion patrimoniale d'un portefeuille, où là, on peut agir un peu plus rapidement. Oui. L'année, vous en avez fait le point juste avant, a été plutôt bonne sur les marchés financiers, mais tout ne s'est pas toujours bien comporté. Il y a aussi des sujets de points d'entrée. Certains clients peuvent avoir des moins-values latentes sur des actifs. Ça peut être le bon moment de les arbitrer, de constater des pertes. Effectivement, c'est jamais agréable. Mais si on a constaté des gains en face, on va neutraliser sur les plus-values mobilières la base taxable, puisque mes gains sont compensés par mes pertes. Et en fait, sur ma partie gain, je viens économiser mon effet fiscal. Et ça me permet de réarbitrer, réallouer peut-être mes actifs et peut-être verser ces sommes justement sur mon plan d'épargne retraite. Avant le 31 décembre, allez vérifier si vous n'avez pas des moins-values qui peuvent venir compenser certaines plus-values et arbitrer ces moins-values. C'est ce que vous nous dites. Et effectivement, on a souvent tendance, c'est le réflexe des investisseurs, de prendre ses gains. On a plus de mal parfois à accepter ses pertes, mais c'est aussi une bonne stratégie, une bonne gestion patrimoniale de savoir réallouer ses actifs dans des moments où les décisions ont été un peu moins porteuses, un peu moins bonnes, et donc de pouvoir finalement minorer l'effet fiscal sur certains gains. Cédric Marc, même question avant le 31 décembre. Que faire avec un caractère urgent ? Encore faut-il que ça corresponde à sa stratégie patrimoniale toujours. Bien sûr, en fait, il y a une première remarque en complément de ce que vient de dire Simon, c'est que on est à 15 jours de la fin d'année, oui, avec probablement un acquis, c'est que la loi de finances pour 2025, elle ne sera pas remise en cause. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il faut essayer de faire un maximum de déduction et de réduction. Pourquoi ? Parce que la loi de finances pour 2026, c'est pas gagné qu'elle soit signée avant la fin d'année. Donc en fait, donc on ne sait pas où on va avant même que donc de commencer. Faut faire un maximum. Faut faire un maximum. Donc en complément de ce qui a été dit par Simon en allant chercher des déductions, je pense que c'est intéressant aussi d'aller chercher en fin d'année des réductions sur différents supports. Girardin industriel, parce que ça vous permet d'avoir une réduction d'impôt jusqu'à 40 909 €. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est risqué aussi, mais ça explique aussi la réduction fiscale. Exactement. Et puis là où je voudrais en fait insister, c'est parler aussi de tout ce qui va être investissement dans des jeunes entreprises innovantes, ces fameuses JEI ou des jeunes entreprises innovantes de rupture, JEIR, qui permettent d'aider et de promouvoir ces jeunes entreprises françaises sur certains secteurs. Par exemple, moi, je suis très impliqué dans l'autonomie stratégique et dans l'univers de la défense. C'est un sujet qui n'est pas
qu'à la mode, mais c'est un sujet qui est, je pense, très important. Et il faut aider ces jeunes entreprises de la base industrielle technologie et de défense. Il y en a 4500 en France qui ont besoin de fonds de roulement, qui ont, compte tenu de l'augmentation sur la loi de finances sur 2025 et 2026, a priori, il y a un consensus, c'est qu'effectivement, le budget de la défense va augmenter. Et donc, ces sociétés-là, elles ont des demandes, elles ont des commandes, mais elles n'ont pas forcément les moyens de produire. Donc, il faut les aider, les financer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que d'ici la fin d'année, vous avez la possibilité d'obtenir une réduction d'impôt. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est hors plafonnement des niches fiscales. D'accord. Ça, c'est super important. Parce qu'on parle de souveraineté? Ou c'est parce qu'on parle de JEI? Non, parce que de JEI, de jeunes entreprises innovantes ou de JEIR. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, dans une limite de 150 000 pour les JEI, vous avez une réduction d'impôt de 30% d'impôt. Et dans la limite de 100 000 euros pour un couple à chaque fois, vous avez la possibilité d'avoir une réduction d'impôt de 50% d'impôt pour des jeunes entreprises innovantes de rupture. Ça veut dire que si vous allez chercher une déduction, vous diminuez votre revenu imposable. Vous allez chercher une réduction d'impôt diverses dans le plafond. Vous avez aussi la possibilité de cumuler avec une réduction d'impôt au titre des JEI, GER, tout en servant l'effort de ces jeunes entreprises qui en ont besoin. Qui dit jeune entreprise innovante dit forcément placement risqué. Comment est-ce qu'on adresse le placement? Est-ce qu'on diversifie dans les jeunes entreprises innovantes qu'on choisit? Est-ce qu'il y a des fonds? Comment on fait? Moi, je suis impliqué dans une SIBA, dans une société d'investissement de business angels. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une gestion collective avec les différents porteurs de parts. On est 150 dans une SIBA. Et d'instruire le dossier, de savoir dans quoi on investit, et puis de partager avec d'autres investisseurs qui sont des sachants dans ce secteur d'activité, pour pouvoir, aider les entreprises et puis espérer avoir un retour sur investissement extraordinaire. Espérer, bien sûr. Simon Fabre, je rebondis sur un point, on fait cette émission effectivement 2 semaines avant la fin de l'année. Il y a la date du 31 décembre qui marque effectivement l'année fiscale, et il y a aussi l'incertitude fiscale, ou en tout cas du budget à venir. Est-ce que ça implique aussi dans sa stratégie de se dépêcher, comme nous dit Cédric Marc, de profiter de ce qui est sûr par rapport à l'incertitude de ce qui sera potentiellement décidé demain? Alors, effectivement, dans la stratégie, il faut savoir prendre du risque pour pouvoir espérer du rendement. C'est le couple éternel que l'on connaît, mais il faut savoir prendre du risque mesuré, ou en tout cas diversifié. C'est ce que disait Cédric. Et la sélection de ces actifs ne se fait pas un matin en se réveillant, en se disant « Tiens, demain matin, j'ai entendu Simon et Cédric chez Nicolas, et je vais investir dans la première entreprise qui passe. » On parle quand même d'une expertise et d'une sélection d'actifs. Pour se rassurer, effectivement, on va devoir prendre certains produits aussi plus sécurisés, plus sécurisants, en les figeant aujourd'hui. Il y a encore, sur l'année 2025, des produits aujourd'hui qui sont proposés, notamment avec des produits structurés, qui peuvent permettre de figer des conditions de rémunération, des conditions, des règles de jeu. Vous en avez déjà parlé maintes fois sur votre plateau avec différents experts, qui pourraient être assez sécurisée, assez intéressante, avec un couple rendement de risque qui risque d'être plus opportun avant le 31 décembre qu'au cours de l'année 2026, parce que la situation budgétaire de la France amène un peu d'instabilité, que la rémunération du taux sans risque sur un certain nombre de supports, on le voit bien, et vous en parlerez, notamment sur l'éternel livret A, qui est un peu le référentiel d'un certain nombre d'investisseurs. On voit que tout ça, ça diminue. Si ça diminue, c'est que la rémunération sans risque, de manière générale, diminue. Et donc, les placements vont être corrélés à tout ça. Donc, ça peut être intéressant de sujet fiscal, mais plus effectivement impact du contexte économique à venir sur les placements, et donc potentiellement profiter des conditions de fin d'année, voilà, c'est ça? Pas forcément attendre le premier trimestre de l'année prochaine ou premier semestre, qui présenterait certainement, potentiellement, des conditions de rémunération sur des produits d'ordre moins risqué, qui seraient moins intéressantes. On pense à l'obligataire, on pense à ces différents supports, avec en parallèle, par contre, un certain nombre de besoins sur des produits plus risqués, les jeunes entreprises,
le private equity de manière générale, qui va avoir de plus en plus besoin de financement dans un certain nombre de secteurs. Et donc là, par contre, une stratégie qui, encore une fois, c'est ce que vous disiez en introduction, Nicolas, la stratégie patrimoniale s'inscrira dans le temps long. Et sur le PER, évidemment, ça va être compliqué pour ceux qui n'avaient rien prévu de verser aujourd'hui, parce qu'on est déjà à 2 semaines de la fin d'année. Bien sûr. Si le plan n'est pas ouvert, encore une fois, ça risque d'être plus compliqué. Cédric Marc, alors effectivement, il y a profiter des conditions actuelles pour quand on anticipe que celle-ci pourrait être moins bonne l'année prochaine. On a parlé de déduction, on a parlé de réduction. Il y a aussi les traditionnels présents d'usage qu'on peut faire à certains moments de l'année, notamment au moment des fêtes. Ça, c'est le moment, là. Ouais, c'est... Là, faut en profiter quand même. Même si ça n'a pas été remis en cause. Non, mais ils doivent être déclarés maintenant sur une plateforme en ligne. À partir du 1er janvier, mais déjà, non, le présent d'usage, j'ai lu ça hier soir. À mon avis, il ne va pas être déclaré parce qu'il n'a pas besoin d'être déclaré parce qu'il n'était pas déclarable. Voilà. C'est ce que j'ai lu hier soir. D'accord. Ah oui, c'est des dons manuels. Voilà, exactement. C'est des dons manuels, mais pas les présents d'usage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas évoquées qui seraient intéressantes de regarder avant le 31 décembre ? Dans l'inventaire à l'après-vert, et on fait ça dans un espace-temps qui est très réduit. Bien sûr. Un petit mot sur l'IFI. Sur l'IFI, peut-être que moi j'aime bien investir dans les forêts, les groupements fonciers. Les GFI, groupements forestiers d'investissement. Ou groupements fonciers forestiers. Pourquoi ? Parce que là, sous l'angle, je ne parle pas de réduction d'impôt, parce qu'on est limité à 18% sur 100 000. On peut aller chercher d'autres réductions, y compris dans le gilet radin. Moi, j'ai plutôt envie de parler avec vous sur la partie IFI, parce que IFI ou transmission, mais là, je me concentre principalement sur l'IFI. Vous avez quand même un abattement de 75%. Sur un actif qui est pas mal, en fait, parce qu'il fait, sur 15 ans, il fait à peu près 5,40 de performance avec chaque année. D'accord. C'est pas mal, pas mal, avec une volatilité qui est, j'ai les chiffres en tête, de 39 sur 15 ans. Donc c'est pas mal, voilà. Ouais. Donc l'investissement dans les forêts, d'ici la fin d'année, ça permet effectivement d'avoir un abattement de 75%. Et puis, c'est un sujet qui n'est pas très gai, mais en cas de décès, les forêts, c'est un abattement de 75%, et là, sans limitation de montant. Donc pour les personnes très riches, l'actif de la forêt, c'est quelque chose qui peut être intéressant à privilégier. Merci à tous les deux. Merci Cédric Marc, gérant de Patrimonio Finance. Merci Simon Fabre, fondateur de Roseau Patrimoine et associé de Kaolin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Faut-il épargner sur des livrets réglementés ou s'endetter ? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Serge Haroche. Bonjour Serge Haroche. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le gérant du cabinet Alphafi. 444 milliards d'euros dorment sur le livret A. Et selon vous, ça n'est pas la bonne stratégie puisque ceux qui épargnent sur des livrets réglementés s'appauvrissent pendant que ceux qui arrivent à s'enrichir s'endettent. Exactement. En fait, le livret A, c'est un premier produit d'appel à l'épargne. Il a pour objectif de former les investisseurs à de l'épargne, mais il n'a pas vocation à rapporter. Aujourd'hui, on est sur une logique où le livret rémunère à peu près 1,7% par an, et on a une inflation qui tourne entre 2 et 2,5% par an, si tout va bien, ce qui signifie que le différentiel, c'est de la perte. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on perd grosso modo sur un foyer qui a rempli ses 2 livrets entre 400 et 700 euros par an. D'accord. Okay. Un foyer qui a rempli ses 2 livrets, c'est quoi ? C'est un couple, c'est 46 000 euros d'épargne à peu près. D'accord. Et donc on perdrait entre 400 et 700 euros par an. Par an, d'accord. En fonction de l'inflation, parce qu'on a une inflation qui est supérieure à la rémunération du livret. D'accord. Ce n'était pas le cas avant, parce qu'on avait une période un peu courte pendant laquelle le livret était mieux rémunéré que l'inflation, mais c'est plus le cas. D'accord, donc ça veut dire que mécaniquement on perd de l'argent si on le laisse sur un livret A à l'heure actuelle. Alors pour résumer très simplement, épargner sur un livret A, c'est accepter de s'appauvrir avec son propre patrimoine. D'accord, alors même qu'on a mis de l'argent de côté, on s'appauvrit. Ben oui, puisqu'il a perdu de la valeur. Vous avez perdu du pouvoir d'achat. Pas de l'argent, parce qu'il y a des intérêts, mais l'euro de demain n'a pas la même valeur en termes de pouvoir d'achat que l'euro d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'endetter pour s'enrichir, Serge Haroche ? L'équation, elle est super simple. L'équation, c'est que quand vous prenez une entreprise dans la vie de tous les jours, globalement, elle va lever des fonds. La start-up, c'est le paroxysme. Son objectif, c'est d'avoir la meilleure idée au monde. Elle en est convaincue, mais elle n'a pas d'argent. D'accord. Donc, elle va lever des fonds et elle va allouer ces fonds à plusieurs projets de recrutement, de IT, de locaux, de marketing, etc. Et si ça marche, les résultats de l'entreprise ne vont pas servir à rembourser par anticipation la dette, ils vont servir à être réinvestis pour se développer. D'accord. L'investisseur, c'est exactement pareil. Et ceux
qui vont considérer que la dette n'est pas une charge, mais un outil de croissance et d'aide au développement, vont être dans une dynamique de développement de patrimoine et donc d'augmentation de la richesse. Ça peut faire peur aussi en matière de risque sur la dette. Encore faut-il pouvoir, la financer et deux, y avoir accès. Oui, tout à fait. Mais en fait, quand on a pris conscience que la dette, ce n'est rien d'autre que de l'épargne à l'envers, c'est d'avoir de l'argent maintenant qu'on va mettre 20 ans à rembourser plutôt que d'avoir fait 25 ans d'épargne, on se rend compte que personne ne va mettre 80% de son salaire en épargne. Mais on ne va pas s'endetter à 80%. Donc on va respecter un certain nombre de critères, comme le taux d'endettement, mais surtout, il faut avoir une stratégie d'endettement. Et là, il faut être accompagné par un expert qui connaît à la fois la gestion de l'actif sur la partie allocation, mais surtout la gestion du pouvoir d'achat d'un client dans le temps pour pouvoir construire plus rapidement du patrimoine. Dernière question, si je reprends l'exemple du couple où chacun a mis sur son livret A, donc prenons le montant moyen de 46 000 €, quelle stratégie du coup, selon vous, Serge Haroche, si on ne veut pas perdre d'argent simplement en le laissant sur son livret A? Alors, 2 points clés avant de démarrer, c'est ne pas céder à la panique et se faire accompagner. D'accord. Parce que ne pas céder à la panique, ça permet d'être serein par rapport à sa vie. Et se faire accompagner, ça permet d'ouvrir le champ de ses possibles sur les différentes potentialités, capacités qu'on peut avoir à emprunter. D'accord. Première étape, airbag. On se met entre 6 à 1 an de charges mensuelles disponibles pour être tranquille, de trésorerie. Et là, en l'occurrence, le livret peut jouer son rôle. D'accord. Dernier élément, calculer sa capacité réelle d'investissement. Donc en optimisant déjà éventuellement l'endettement existant et en se projetant sur le futur. Se faire accompagner pour aller chercher le financement qui corresponde aux besoins. D'accord. La durée moyenne d'un prêt en France, c'est 22 ans et la durée moyenne de conservation, c'est moins de 7 ans. Ça veut dire qu'on passe sa vie à arbitrer son prêt. D'accord. Donc autant qu'il soit organisé, structuré, pour pouvoir faire cette opération dans les meilleures conditions possibles. Merci. Et enfin, oui, pardon. Agir avant que la fenêtre ne se ferme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une période de taux qui sont à peu près corrects. On a un immobilier qui a un petit peu corrigé. Et n'oublions pas qu'on connaît notre âge, notre état de santé, nos revenus. Bien sûr. Et que demain, on ne connaît aucun de ces 3 paramètres. Et s'il y a un de ces 3 qui fait défaut, on peut ne plus pouvoir investir. Merci Serge Haroche de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le gérant du cabinet Alphafi. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.